Europe 1 matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. À la une ce matin, quelle stratégie pour entrer dans Gaza? Europe 1 ouvre le dossier ce matin. Tsahal n'a toujours pas déclenché sa grande offensive. Il y a des raisons. À cela, l'envoyé spécial d'Europe 1, Sébastien Lebelzik, nous attend à Tel Aviv. Dans ce journal également, le plan anti-émeute d'Elisabeth Borne. Les parents vont être mis à l'amende. L'Europe tentait, elle, de durcir sa politique migratoire. Et on parlera de la Coupe du Monde de rugby. Vivement demain, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, finale de rêve qui fait saliver le monde entier. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 21e jour de guerre et toujours pas d'offensive terrestre sur Gaza. Il y a bien eu cette incursion de chars de Tsahal hier, mais toujours pas d'attaque de grande ampleur. On retrouve Sébastien Lebelzik, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 en Israël. Sébastien, si l'attente se prolonge, c'est qu'il y a une raison à cela. C'est en tout cas ce qu'expliquent les militaires. Oui, l'état-major explique que le Hamas a préparé toute une série de pièges dans Gaza, des ceintures de mines, des missiles anti-chars disséminés un peu partout dans la ville et que tout était déjà en place avant les massacres du 7 octobre, c'est-à-dire que les terroristes avaient anticipé en fait une riposte israélienne. Tsahal parle de 25 000 terroristes dans Gaza et de milliers de kilomètres de tunnels jusqu'à 40 mètres de profondeur, sans compter qu'il resterait environ 500 000 civils exposés à des frappes de Tsahal et qui n'ont pas trouvé refuge dans la zone humanitaire du sud de Gaza, car le Hamas les en empêche, il s'en sert de bouclier humain. L'armée explique donc qu'il lui faut encore du temps pour s'organiser, détruire ces poches de résistance. La bonne stratégie, se défend l'état-major, c'est le blocus, car sans carburant, sans vivres et sans eau, le Hamas ne tiendra pas très longtemps dans ces tunnels. Sébastien Lebelzik, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Alors la priorité affichée, outre le sort des otages, c'est la destruction du Hamas. Tsahal annonce la mort de 3 responsables du Hamas tués lors des frappes opérées hier soir. Mais l'élimination de l'organisation passe aussi par une infiltration des commandos. Aller chercher l'ennemi sur son terrain, c'est la mission de la Nili, unité spécialisée créée de toutes pièces au lendemain de l'attaque du 7 octobre. William Molinier. Son nom, Nili, fait référence au réseau d'espionnage juif qui a opéré en Palestine pendant la Première Guerre mondiale. Il était chargé d'espionner les Turcs. Aujourd'hui, ce nouveau commando entend neutraliser les terroristes du Hamas. Un à un, il va traquer tous les hommes armés qui ont commis les attentats sur le sol israélien. L'unité est composée des meilleurs éléments du Mossad, le renseignement israélien, et du Shin Bet, le service antiterroriste. Ils ont aussi dans leur viseur 2 cibles de choix. Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, considéré comme le cerveau des attaques, et Mohamed Deif à la tête des brigades Al-Qassam, bras armés de l'organisation. Ce commandant militaire, surnommé le chat aux 7 vies, aurait survécu à une demi-douzaine de tentatives d'assassinat ces dernières années. Tous deux sont introuvables, ils seraient terrés dans les réseaux souterrains de la bande de Gaza. Le commando Nili signe aussi peut-être le retour des assassinats ciblés à l'étranger, notamment en Turquie, au Qatar ou au Liban, pays refuge pour certains responsables du groupe terroriste. Les autorités israéliennes ont prévenu: tout membre du Hamas est un homme mort. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Ici, la guerre se poursuit à Gaza. Les États-Unis ne seront pas épargnés par le feu. Avertissement lancé par l'Iran en pleine Assemblée générale des Nations Unies. Pas de quoi effrayer les Américains qui ont visé cette nuit en Syrie des positions utilisées par des groupes soupçonnés d'être téléguidés par l'Iran, justement. Frappe de légitime défense après les attaques contre nos intérêts dans la région, explique le Pentagone. Et si l'armée israélienne attend, c'est aussi parce que se pose la question des otages, évidemment. Comment les extraire des tunnels où ils seraient retenus prisonniers? 224 seraient aux mains des terroristes. Le Hamas affirme qu'une 50aine d'entre eux auraient péri dans des bombardements menés par Tsahal, invérifiables en l'état. Quant au bilan des Français tués par les terroristes, il est désormais de 35 morts et 9 portés disparus. Tous ne sont pas otages du Hamas, dit le Quai d'Orsay, contrairement à ce qu'a laissé entendre Emmanuel Macron lors de sa tournée au Proche-Orient. La crainte d'une offensive israélienne d'ampleur et des conséquences était d'ailleurs au centre de la réunion des 27 qui s'est ouverte hier à Bruxelles. Et pas de contradiction entre le soutien à Israël et la mise en place de couloirs humanitaires. Conclusion signée de la présidente de la Commission européenne. Les 27 dirigeants européens demandent à l'État hébreu une pause dans le conflit. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. Retour en France, Elisabeth Borne a présenté hier son plan anti-émeute. 4 mois après les violences du début de l'été, le volet 1 joue la carte de la fermeté. Et le second sera présenté aujourd'hui à l'occasion du comité interministériel de la ville, plus axé sur le social et l'accompagnement. Hier, effectivement, la Première ministre a mis les parents face à leurs responsabilités. Ils devront payer les dégâts causés en cas de condamnation de leur enfant. Les jeunes délinquants devront suivre des stages encadrés par les militaires. Mayalène Trémollet, ces mesures n'ont pas forcément convaincu les maires des communes touchées par les émeutes de juillet.
Oui, Elisabeth Borne, accompagnée de plusieurs ministres, comme le ministre de l'Intérieur ou le garde des Sceaux, a fait plusieurs annonces et avant tout celle d'une enveloppe de 100 millions d'euros consacrée à la reconstruction. La Première ministre est aussi revenue sur les attentes exprimées par les maires dès juillet. La première attente que vous avez exprimée, c'est d'assurer la sécurité de nos concitoyens. La deuxième attente, c'est celle d'une réponse pénale exemplaire et du refus total de l'impunité. La troisième attente, c'est un accompagnement renforcé des familles et des jeunes. Parmi les mesures proposées, on distingue 3 ambitions. D'abord, mieux réprimer les mineurs coupables d'infractions en permettant à la police municipale d'accomplir certains actes de police judiciaire. Ensuite, responsabiliser les parents, tant au niveau pénal que civil, notamment par la création de travaux d'intérêt général. Dernier élément, la réparation des dégâts en estimant les dommages et intérêts pour les auteurs des dégradations. Des annonces qui, pour l'instant, ne font pas l'unanimité. Nous attendons les mesures sociales abordées vendredi, expliquaient plusieurs maires à la fin de la réunion. Marie-Hélène Trémol du service politique d'Europe 1. La question migratoire également est au cœur de cette réunion des 27 États membres de l'Union européenne dont on vient de parler. Alors là aussi, vous allez le voir, c'est un peu le chacun pour soi. Et un constat, celui de la hausse des entrées de clandestins sur les 9 premiers mois de l'année, plus 17%. Plusieurs pays membres veulent durcir le ton, à commencer par l'Allemagne qui vient d'accélérer les mesures d'expulsion de sans-papiers. Caroline Baudry. Pour la ministre de l'Intérieur allemande, impossible de protéger le droit fondamental à l'asile des victimes de guerre et de terrorisme sans traquer et renvoyer les autres, les migrants clandestins. Cela passe par l'allongement de 10 à 28 jours de la durée maximale de détention avant expulsion. Elles auront lieu sans avertissement, sauf pour les familles avec enfants de moins de 12 ans. Les possibilités de fouilles dans les appartements et centres d'hébergement vont être élargies, a détaillé Nancy Faeser qui porte le projet de loi. Quiconque n'a pas le droit de rester doit quitter notre pays. Notre nouvelle réglementation améliorera les possibilités de rapatriement dans un grand nombre de cas. Il est particulièrement important pour moi d'expulser les criminels et les personnes menaçantes de manière la plus cohérente et la plus rapide. Une priorité pour la ministre, pourchasser les passeurs, à l'origine selon elle de l'immigration clandestine. Les sanctions seront plus lourdes et ceux condamnés à au moins 1 an de prison pourraient être expulsés directement. Caroline Baudry. Et puis Europe 1, partenaire de la Coupe du Monde de rugby, vous le savez, plus qu'1 jour avant la finale. Et en apéritif, vous pouvez déjà vous offrir Argentine-Angleterre ce soir à 21h au Stade de France. Match pour la 3e place à consommer sans modération avant la finale demain. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Affiche de rêve, n'est-ce pas, Cédric Chasseur ? Face à face, 2 des plus beaux palmarès du rugby mondial. D'un côté, la Nouvelle-Zélande, 3 titres, 5 finales en 10 Coupes du Monde. De l'autre, l'Afrique du Sud, tenante du titre, 3 trophées Webb Ellis également au compteur. Samedi soir, l'une de ces nations pourra se targuer d'être la plus titrée de l'histoire du rugby. Une question de suprématie qui mérite le respect pour le consultant européen Serge Blanco. Aujourd'hui, ça récompense peut-être les 2 meilleures équipes de ces 50 dernières années. Les Blacks sont redevenus les Blacks. Les Boks montent en puissance comme tous les 4 ans. Ces équipes sont toujours à l'avant-garde, précèdent un petit peu tout ce qui peut se faire sur un terrain de rugby. Un terrain, le Stade de France, qui sera le théâtre demain de la 106e confrontation entre All Blacks et Springboks. Le dernier affrontement avait largement tourné en faveur des Sud-Africains. Une leçon, 35-7 au cœur du mois d'août. Un affront pour la Nouvelle-Zélande et une motivation supplémentaire à l'heure d'un duel qui s'annonce d'ores et déjà épique. Cédric Chasseur, et puis un mot de football. Clermont-Nice ce soir en ouverture de la 10e journée de Ligue 1, match à 21h. Merci.